Soyez les bienvenus à l'Institut suédois à Paris, qui fête ses 50 ans cette année. Et nous avons le grand plaisir de vous présenter ce soir le lancement du livre Sois sage bordel de l'écrivain suédoise Stina Stor, édité par la maison Marie Barbier. Les histoires se déroulent à la campagne, dans la région d'origine de Stina Stor, une réserve naturelle de Västerbotten, dans le nord de la Suède. Et la plupart des histoires sont décrites du point de vue de l'enfant et décrivent la rencontre avec le monde des adultes. Les portraits sont brossés avec tendresse et le recueil a rencontré un grand succès médiatique en sortie en Suède et a remporté plusieurs prix. La traduction a été faite par le séminaire des traducteurs qui a régulièrement lieu ici à l'Institut sous la direction de la traductrice et historienne de littérature, Elena Balsamo. Ils font un travail fantastique. Moi aussi, personnellement, je suis très touchée quand j'ai écouté Stina Stor lire son propre livre, Sois sage, bordel, en audio. Et comme elle fait les portraits de la nature avec tellement de tendresse et poésie. Et maintenant, je vais présenter ici la comédienne Anse qui va nous lire un extrait de la nouvelle Monstre. La grande sœur de Sandra, Anneli, a de l'acné. Sa poitrine et son dos sont couverts de pustules jaunes prêtes à éclater. Sous la douche, avec la brosse aux longs manches, celle avec la saleté noirâtre coincée entre les poils blancs, elle s'acharne à effacer son corps affreux d'adolescente. Elle frotte tellement fort que les boutons se mettent à saigner. Alors Sandra est appelée dans la salle de bain remplie de vapeur pour poser de petits bouts de papier toilette sur le dos d'Anneli, aux endroits qu'elle ne peut atteindre toute seule. Sinon, ça risque de tacher les vêtements. Sur les morceaux de papier blanc grossièrement déchirés apparaissent des pupilles rouges foncées. Le dos d'Anneli se couvre d'yeux pendant que le père tambourine à la porte de la salle de bain. « Putain, les filles !» Si on reste trop longtemps dans la douche, il descend à la cave pour couper l'eau. Mais là, ça ne servirait à rien. Surtout quand Anneli, nue, se tamponne le visage avec une lotion verte qu'elle fait couler d'un petit flacon. Ou quand, après, elle couvre toutes les marques rouges de son nez et de son menton avec un stick qui est censé être couleur peau, mais tire complètement vers l'orange. Sandra pose la main sur la poignée de la porte pour sortir, quand son geste est arrêté par le regard d'Anneli. Un regard meurtrier qui dit clairement « Ose un peu pour voir, sale petite traîtresse ». Un peu de sang menstruel coule le long de la jambe d'Anneli, la mauvaise, celle qui est toute maigre et toute tordue, avec le pied en dedans. Un petit filet rouge. Seulement un peu de sang, vraiment pas beaucoup. Mais Sandra sent sa gorge se serrer. Elle ne peut s'empêcher de se détourner et de tapoter de l'ongle les jointures du papier peint. Le papier est cloqué par l'humidité, et les jointures brun foncé font penser à de la rouille. C'est l'endroit parfait pour y coincer les crottes de nez. Des trèfles bleus décorent le papier. Bleu. C'était la couleur préférée de maman. Les trèfles sont espacés de façon régulière dans toute la petite pièce. Et entre les feuilles, il y a du blanc. Des portions de blanc parfaitement symétriques. Le père claque la porte d'entrée derrière lui. Toute la maison sursaute et ça tremble dans les placards. « Ah ben v'là qui se souvient enfin qu'il y a des chiottes dehors aussi !» dit Anneli, tout en retournant s'occuper de son visage devant le miroir. Sandra se faufile hors de la salle de bain. Il fait plus frais dans la maison. L'air y est respirable. Des attrape-mouches jaunâtres pendent du plafond recouvert de petits cadavres noirs. Les portes de placard dans la cuisine sont bleues. Pas bleues comme la confiture de myrtille, car c'est violet, mais plutôt bleu myosotis ou bleu campanule. Un gros bourdon gravit le mauvais côté de la moustiquaire au-dessus de la banquette de la cuisine. Parfois il bourdonne d'un air boudeur. Sandra grimpe sur le coffre de la banquette
pour laisser sortir le visiteur, en décrochant l'élastique vert enroulé autour du crochet du haut de la fenêtre. Quand Annélie lui crie qu'elle doit aller demander au père s'il a acheté des tampons comme ça. « Demande-lui !» Sandra se hausse encore en posant le pied sur le rebord de la fenêtre pour arriver à la hauteur du bourdon. Elle appuie un peu sur la toile. Ça fait comme un creux sur la toile verte, là où elle appuie. Et le bourdon tombe sur le dos et se met à tourner sur lui-même. C'est dégoûtant. « Allez, vas-y !» Sandra ne veut pas. Mais elle y va quand même, parce qu'il le faut bien. Cette année, on a passé la tondeuse et on peut voir la vieille trace sombre qui menait jusqu'au WC extérieur. La trace d'avant, avec les aiguilles et les pommes de pin. Sandra évite de marcher à côté sur l'herbe tendre. Elle résiste à l'appel de tout ce vert, s'interdit de s'enivrer d'été, d'être tout simplement comme cela lui arrive. De passer dans les herbes hautes du pré en les laissant filer entre ses doigts ouverts, comme pour apprivoiser le monde en le caressant. Ou de moduler le chant du ruisseau de la Combe aux déchets, en déplaçant les morceaux pour reproduire un son de gouttes ou de cascade grondante. Elle se retient de le faire et avance sur le vieux sentier avec précaution, comme si elle marchait sur un fil tendu entre les toits. C'est la seule façon d'arriver à temps. Assis sur les toilettes, dont la porte est restée ouverte, le père a l'air béat. Il lève les yeux vers Sandra et le soleil l'éblouit. Le visage de sa fille lui apparaît tacheté et strié, et il doit se protéger les yeux avec son gros poing. Il a des dessins bleus sur les bras, des femmes avec des nénés et des derrières tout ronds. Des fils blancs sortent de son jean coupé et il ne porte pas de chemise sous son gilet sombre sans manches. Le soleil joue avec les poils sous son nombril. Sandra se tient à distance. Les rayons du soleil lui chauffent le dos. Le père la regarde avec un drôle de sourire et sort quelque chose de derrière son dos. « Regarde, Sandra. » Mais ce « regarde », il veut dire « tiens. »« Regarde, Sandra. En v'là un beau. » Et Sandra fait un petit pas pour le prendre. Prince Plouf en plein cœur. Tout à coup, comme ça, une créature du paradis. Il est si gros, si... Le ventre du crapaud est jaune pâle et un peu tacheté. Entre les longs orteils, la palmure est couleur rouille. Il a de vrais doigts avec des articulations qui se plient, des parties mécaniques. Des mains de crapaud, comme celles d'un bébé qui vous attrape un doigt et ne le lâche plus. Sandra sourit et le père a l'air drôlement fier. Un vrai chasseur, un grand seigneur, un vrai branleur, dirait Annélie. Et Sandra s'abrite pour ainsi dire derrière le crapaud quand elle demande « Ah, Annélie a de nouveau ses règles, papa. Est-ce que tu as acheté des trucs là, des tampons ?» Il lance. « Ben non, j'en ai pas acheté. Elle a droit à plus d'argent de poche depuis que ça a commencé. Va donc la voir pour lui rappeler un peu ce que j'ai dit. » Sandra se met à regarder les sabots noirs du père, un peu gris sur le côté, où le cuir était raflé. Là, sur le sol des toilettes, il y a les restes d'un vieux nid de guêpe qui ressemble à du papier mâché et dans lequel une grosse fourmi ailée se promène. Le père l'écrase. « Tu sais, Sandra, ces fourmis, si on fait rien, elles boufferont la maison. » Il prend le rouleau de papier fripé et déroule quelques feuilles pour s'essuyer. Sandra retourne sur son fil, vers la maison, les mains refermées sur la petite créature du paradis. Des yeux jaunes, une bouche aussi large que la tête, un ventre tout clair et rebondi. Quand Sandra passe le coin de la maison, Annélie est déjà dehors sur le perron, en culotte, les cheveux blonds attachés en une sorte de queue de cheval, mais avec des mèches qui pendent sur les taches oranges de sa poitrine. Annélie a allumé une des John Silver de papa et dit « C'est Jack, John et moi. » Elle essaie d'imiter le père, mais elle doit avoir mal.
Alors ça ne sonne pas comme il faut. Elle a l'air de pleurnicher. Le père ne le dirait jamais comme ça. Les seins d'Annelie font penser aux mamelles gonflées, marquées et constellées de taches du 7 heures d'Uwe Jansson. Nus, eux aussi, sans être beaux. Comme quand la chienne allaitait sa portée et que les chiots, aveugles et noirs, tétant à tout va les grosses mamelles, grimpaient les uns sur les autres en jappant d'excitation. Un corps de chienne qui, par ailleurs, était normal, avec pelage, queue joyeuse et tout, de petits sacs tout nus qui couinaient. « Regarde ce que j'ai eu !» annonce Sandra, en montrant son prince plouf, nu lui aussi, lisse et mou. S'il bouge un peu sur ses pattes, ce n'est pas qu'il n'est pas bien, c'est juste qu'il bouge, c'est tout. Et puis il se réinstalle, calme et lourd dans les petites mains. Des cuisses de crapaud, c'est plus long et plus mince qu'il n'y paraît quand ça pend. Son ventre pâle et doux comme la doublure du petit porte-monnaie dans le tiroir du bureau d'Annelie. Voilà, spécial. Alors, il en a acheté ? Non, c'est pas ses oignons, lui répond Sandra. Putain, mais bien sûr que si. Je peux même pas mettre mon jean avec cette espèce de couche collée sur le cul. Non mais regarde. Annelie se retourne pour lui montrer. Elle a encore de petits morceaux de papier aux pupilles foncées sur le dos. Mais sa culotte est bleue avec un élastique en dentelle. C'est ça d'être parent ? Ouais. Non. Annelie écrase le mégot dans le bac à fleurs vide accroché à la balustrade. Putain ! När jag skrev den här novellsamlingen så började egentligen alltihop med en anonym novelltävling där man kunde vinna pengar. Jag var sjukpensionär och utan fullföljd skolgång. Och jag behövde desperat pengar för jag hade 2 små bebisar. Den ena var 1 halvår och den andra var 1 år eller något sånt där. Och ja, jag fick 2 bebisar på 12 månader. Och den här novelltävlingen var anonym. Så man la sin novell i ett stort kuvert. Och i det stora kuvertet la man också ett litet kuvert som var igenklistrat. Där man skrev sitt namn. Och bara om man var en av vinnarna så skulle någon öppna kuvertet och upptäcka att det var jag. Så jag riskerade faktiskt inte att göra bort mig och tappa ansiktet helt. Vilket var väldigt viktigt för att jag skulle våga. Konstigt nog, för jag vet hur det kändes när jag hade skrivit klart För vår del, som är den mest självbiografiska av novellerna också. Jag vet när jag skrev de sista orden och satte punkten. Jag flög. Jag var högt över stolen. Och jag visste. Alltså jag hade en känsla i kroppen av att ha lyckats. Och av att det var perfekt. Det är också den av novellerna jag har fixat allra minst i. Man går igenom och rättar och ändrar. Men jag satt här inne och skrev den. Det var inte helt lätt. Jag satt här inne och skrev den. I bagarstugan. Det är en liten stuga ute på gården utanför mitt hus i skogen i norra Sverige. Jag stängde in mig här för att få vara i fred. Och mamma var barnvakt när jag försökte jobba och skriva. Och hon kom och bankade på dörren och sa: ska jag ringa efter psykiatrin nu igen? Vad håller du på med? Och jag försökte säga att jag tänker skriva en novell. Jag tänker vinna ett pris och få pengar så jag kunna laga ett tak som det regnar in genom. Och det gjorde inte att hon trodde jag var mindre galen. Snarare tvärtom. Hon var så här: va? Vad sa du att du skulle göra, sa du? Och varje dag sa jag: bara en dag till, bara en dag till. Och det tog faktiskt 9 dagar innan första novellen var klar. Innan jag skrev de där orden och satte den där punkten. Där jag visste att nu är det liksom
Som alla pusselbitarna föll på plats inuti mig och det kändes så bra. Sen på den där prisutdelningen så kom ett förlag och ville att jag skulle skriva en till novell. Och med mamma i färskt minne så att jag tror inte jag kan det. Jag tror inte jag har tid. Jag har lovat liksom att det var sista dagen jag skrev. Nu ska jag tillbaka till att vara mamma på heltid och sjukpensionär då, för jag var ju sjukskriven. Men då sa de att de betalade i förskott och jag sa okej, för jag skulle ju få betalt. Det var ju som ett riktigt jobb, det enda riktiga jobb jag någonsin har haft. Och bara ett par dagar senare så ringde de från Sveriges Radio och ville att jag skulle skriva en novell till dem. Och jag sa att det kan jag tyvärr inte. Jag har just tackat ja till att skriva en novell jag vet att jag inte har tid att skriva åt ett förlag. Jag kan inte skriva till er också. Men så sa Sveriges Radio att de skulle betala i förskott. Och då så sa jag okej då. Jag skriver väl en novell till er också. Det var liksom någonting tryggt med att jag skulle få liksom betalt oavsett om det blev bra eller dåligt. För jag tänkte jag kan ju inte göra någonting lika bra igen. Och den andra novellen jag skrev, den jag skrev till förlaget Novelix var Odjura. Om den här flickan som ger bort grodor på ett kalas. Och den tredje novellen den jag skrev till Sveriges Radio var Gåvan. Radionovellen som jag skrev då är inspirerad av en gång när min gudfar dök upp och gav mig en liten guldtacka i ett plastfodral. Jag har den guldtackan där inne. Jag gav mig en liten guldtacka i ett plastfodral. Och han var full och körde i diket också. Samma gång. Och jag plockade helt enkelt ur mitt liv. För jag behövde de här pengarna. Och jag tänkte att vad vet jag? Vad har jag som andra inte har varit med om? Vad kan vara det minsta intressant med min tillvaro som liksom... Vad vet jag någonting om? För jag kan inte skriva en bok om kärnfysik eller en bok om att bo i Barcelona. Det är jättekonstigt, det kan jag inte göra. Och så blev Bli som folk till. För sen träffade jag ytterligare en förläggare som bad mig skriva fler noveller. Och alla de novellerna samlades till sist i Bli som folk. Så skrev jag den. Jag tycker att novellen är det format som är den naturligaste berättelsen och kanske också den starkaste. För när jag växte upp med jakthistorierna, alltså det du kan sitta vid ett köksbord med en kaffekopp och se någon i ögonen och hinna berätta en historia under ett par koppar kaffe. Det är liksom den mest grundläggande formen av berättelse. Att berätta en historia som skulle ta 600 sidor och berätta är inte lika smidigt när man träffar en kompis. Så jag tror att novellen för mig helt enkelt ligger närmare berättandet. Sen så tycker jag att också noveller kan innehålla så otroligt mycket. Fastän de är så korta. Och det är någonting väldigt coolt i det. Jag har fortfarande väldigt svårt att förstå att det inte skulle vara så för alla. Jag har lärt mig ju äldre jag har blivit att det finns människor som inte vet vad olika träd heter. Eller inte vet vad olika djur har för vanor. Men när jag växte upp så... Jag åt aldrig köpt kött ens. Utan allt kött vi åt hemma jagade pappa. Och fisken fiskade jag också. Vi åt aldrig fisk som man köpte i en affär. Utan vi fiskade all fisk vi åt hela året. Fiskade vi. Och det var inget konstigt med det. Det var inget skrytigt. Det var ingenting vi pratade om. Eller det var ingen grej. Utan det var bara mat. På inget konstigt sätt alls. Och att veta skillnaden på olika träd.
och veta skillnaden på olika gräs. Och det var så självklart. Så på sätt och vis är det som att fråga om naturen utgör en dyrbar tillflykt. Ja, det gör den. Förstås. Men den var också så självklar att den aldrig var... För att ta sig till närmaste busshållplats från huset där jag växte upp ska man alltså gå 10 kilometer. Det är närmaste busshållplats. Så... Och det var inget konstigt. Det här var liksom inte ens konstigt utan alla grannar hade det ju likadant. Okej, vi hade ganska långt till de olika grannarna. Men det var ingenting man pratade om som konstigt. Pappa var också född på 30-talet och växte upp utan elektricitet. Och utan rinnande vatten. Och flera veckor varje år när jag växte upp så var vi utan el och vatten. För det föll träd över elledningen och vattnet frös. Och det var aldrig en stor katastrof. Utan då fick man laga mat över eld. Och det har jag lärt mina barn att göra också. För det måste man ju kunna.